Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Afrique Mag, un numéro consacré essentiellement à l'événement que vivra le continent ces jours-ci et qui se déroulera du 13 janvier au 11 février. Il s'agit, vous l'aurez deviné, de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous aurons à revenir sur cet événement sportif qui se déroulera en Côte d'Ivoire dans la rubrique L'invité du Mag, mais avant cela, place au reportage. Entre 2003 et 2012, la Banque mondiale estime que la production de travaux de recherche dans les domaines des sciences et technologies, de l'énergie, de l'ingénierie plutôt et mathématiques émanant de chercheurs africains a plus que doublé. Cependant, si la recherche africaine se dynamise, la production scientifique, elle, reste en partie invisible. L'essentiel n'étant pas publié. L'agence universitaire francophone s'engage pour une meilleure vulgarisation des travaux et autres études menées sur le continent. Fondamentale. Et mon domaine de recherche nous n'avons pas de structure dans mon université. L'Afrique, avec 1,3 milliard d'habitants, soit 17% de la population globale, ne compte que 2,4% des chercheurs, 3,2% des publications scientifiques et 0,1% des dépôts de brevets mondiaux. Sur les 150 000 doctorants inscrits dans les universités africaines, seulement 25 000 sont diplômés, selon les Nations Unies. Des chiffres auxquels il faut ajouter ceux de la fuite des cerveaux. Pour renverser la courbe, les experts appellent au renforcement des partenariats entre les secteurs publics, privés, universitaires, afin de garantir l'autofinancement et le contrôle des agendas et des priorités en matière d'innovation. On sait qu'on a des talents en Afrique. On a des chercheurs qui font des découvertes, qui font des recherches intéressantes, mais qui n'ont pas suffisamment de lumière au niveau international. Donc la question de la valorisation, c'est une priorité pour l'Agence universitaire de la francophonie. Et cette valorisation passe aussi par la question de la publication, les publications de qualité. Pour améliorer la contribution de l'Afrique à la recherche mondiale, des initiatives sont menées par les gouvernements africains et autres institutions pour accentuer la recherche, le plus souvent panafricaine. C'est dans cette logique qu'une quinzaine d'enseignants-chercheurs du Collège doctoral de mathématiques, informatique, biosciences et géosciences, Matinbio, ont pris part aux premières journées doctorales des solutions tenues du 18 au 19 décembre 2023 à Yaoundé au Cameroun, sous le thème « La recherche au service du développement sociétal ». Le but étant de leur permettre de partager le fruit de leur recherche et de trouver des financements. Comme je disais dans mon exposé, souvent et bien de fois, je veux dire, les travaux que nous faisons à l'université ne sont pas toujours en phase avec le monde socio-économique. Et c'est ce défi-là, je pense, que nous devons relever. L'innovation et la recherche, levier important du développement du continent, restent confrontés aux défis majeurs du financement. Pourtant, en 2006, les pays membres de l'Union africaine se sont engagés à consacrer 1% de leur PIB à la recherche et au développement, mais en 2019, le financement du continent n'était que de 0,42%, un chiffre en contraste avec la moyenne mondiale de 1,7%. Pour le président du Rwanda, il n'y a pas de secret pour développer un pays. Il suffit juste d'être déterminé dans ses décisions, d'investir dans le capital humain et de savoir rendre des comptes. Le passé tragique de cet État n'a laissé le choix aux Rwandais que de décider d'être unis, responsables et de rêver grand, comme l'a toujours dit Paul Kagame, le président du pays des mille collines. Rina Lerari. Un modèle de développement en Afrique, c'est ainsi que le Rwanda est perçu sur la scène internationale. Mais quels sont les secrets cachés derrière un succès affiché depuis plusieurs années? Pour le chef de l'État rwandais, il n'y a pas de solution magique au développement, juste prendre une direction bien définie et s'y accrocher sans se laisser distraire. Pour moi, il ne s'agit pas d'un secret ou d'une sorte de magie. Il s'agit simplement d'une décision. Et pour nous, l'histoire tragique nous a également aidés parce que nous devions prendre une décision. Soit disparaître de la surface de la Terre à cause de la tragédie, ou en sortir en faisant de notre mieux pour nous-mêmes et aller de l'avant en espérant que peut-être on s'en sorte avec quelques progrès comme cela s'est produit. Des résultats impressionnants en matière de santé, d'égalité des sexes, d'innovation dans le domaine des technologies de l'information et de centres financiers en Afrique, d'économie à la croissance la plus rapide et de leadership dans les efforts de paix et de sécurité et d'être considéré comme l'un des endroits les plus sûrs au monde, le Rwanda se démarque sur plusieurs fronts. Et là encore,
Pas de secret, mais le fait d'investir dans le capital humain et de créer un environnement favorable pour aider les Rwandais à donner le meilleur d'eux-mêmes. L'investissement ou le développement du capital humain est presque tout. En effet, tout ce dont nous parlons est réalisé par des personnes et le degré des compétences et de connaissances qu'ils ont pour accomplir différentes tâches va apporter une grande contribution. C'est presque tout. Sans cet investissement axé sur le développement du capital humain, vous n'irez probablement pas très loin, car vous aurez besoin de tous ces gens dans lesquels vous investissez pour jouer différents rôles dans différents secteurs. Et c'est donc essentiel, c'est un élément clé, il n'y a aucun doute à ce sujet. En ce qui concerne le capital humain et l'égalité des sexes, le président Paul Kagame a déclaré qu'il est tout à fait logique de donner plus de pouvoir aux femmes car elles représentent 52% de la population rwandaise. Le centre financier de Kinshasa, couplé au centre de congrès inauguré le 19 décembre, représente la nouvelle dynamique économique de la République démocratique du Congo, impulsée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La réalisation de cette infrastructure répond non seulement aux attentes de Congolais, mais permettra aussi de générer des ressources à travers un retour sur investissement sur 10 années. Malika Bilal. 44 millions de Congolais qui sont allés aux urnes les 20 et 21 décembre pour élire le chef de l'État et les députés sont en attente d'une nouvelle dynamique pour leur pays. Parmi ces dynamiques, il y a la vision économique et le potentiel incarné par le nouveau centre financier et de congrès inauguré par le président de la République, Félix Tshisekedi, mardi 19 décembre 2023. Je voudrais tout simplement interpeller la conscience de tout un chacun ici présent en disant par ces mots « c'est possible ». Il est possible non seulement de rêver grand pour notre pays, mais aussi et surtout de le rendre plus beau et plus grand par la force de l'esprit et par notre investissement collectif à tous les niveaux, comme en témoigne cet édifice sorti de terre en quelques mois. En plus d'être une réponse aux besoins d'infrastructures administratives, ce complexe a l'avantage de générer des ressources et la durée de son retour sur investissement est estimée à 10 ans. C'est dans cet esprit que sa gestion sera en grande partie confiée au Fonds d'investissement stratégique créé par le gouvernement à l'initiative du ministère des Finances, avec notamment pour mission d'accélérer le développement socio-économique du pays et l'amélioration des conditions à travers divers projets d'infrastructure et de diversification de l'économie. En effet, regrouper en un seul et même lieu les administrations financières de notre pays, notamment celles du ministère des Finances, du ministère du Budget, ainsi que d'autres services de l'État intervenant dans le circuit financier, est un choix judicieux au bénéfice de l'administration publique et des usagers des services publics. En plus d'être une réponse aux besoins d'infrastructures administratives, ce complexe a l'avantage de générer des ressources et la durée de son retour sur investissement est estimée à 10 ans. C'est dans cet esprit que sa gestion sera en grande partie confiée au Fonds d'investissement stratégique créé par le gouvernement à l'initiative du ministère des Finances, avec notamment pour mission d'accélérer le développement socio-économique du pays et l'amélioration des conditions à travers divers projets d'infrastructure et de diversification de l'économie. Il se positionnera également comme partenaire de confiance pour les investisseurs et aura comme vocation d'investir avec ces derniers dans des projets stratégiques. En effet, regrouper en un seul et même lieu les administrations financières de notre pays, notamment celles du ministère des Finances, du ministère du Budget, ainsi que d'autres services de l'État intervenant dans le circuit financier, est un choix judicieux au bénéfice de l'administration publique et des usagers des services publics.
Contrairement au centre de congrès prêt à accueillir les conférences internationales, le centre financier qui constitue la deuxième phase de ce complexe sera définitivement livré en juin 2024. D'après le programme d'investissement public 2024-2026 coordonné par le ministère du Plan, les besoins en financement de la République démocratique du Congo pour des investissements s'élèvent à un peu plus de 29 585 milliards de francs congolais, dont 42,5% déjà acquis. Le carnaval international de Ouida-Sio constitue un condensé d'événements culturels et artistiques dans cette ville historique. En marge de cet événement, les œuvres réalisées par des plasticiens béninois de l'association Arziza sont révélées aux visiteurs à travers l'exposition Sio d'art, sélectionnée dans le cadre de la réalisation de la fresque murale graffiti. José Bewa et ses pairs racontent Ouida, une invite à un voyage visuel à travers le passé de Ouida jusqu'à son futur. Yasmine Messoudi. José Bewa est un jeune artiste peintre, sculpteur, designer, iconographe et performeur béninois. Natif de Ouida, José Bewa, orphelin de père, s'est fait remarquer par le dessin à l'école en classe de CM1. Autodidacte, il a su développer cet art pendant des années avant de faire carrière dans le domaine de l'art plastique dès le lycée. Motivé par sa passion, il a décidé d'effectuer des recherches afin de se former dans plusieurs disciplines de l'art. Ce qui lui a fallu d'être lauréat de plusieurs concours, notamment Bénin Golden Awards en 2013, FAPLAG en 2016 et G10 en sculpture 2022. Sélectionné dans le cadre de la performance en peinture murale et des graffitis, il s'attelle à réaliser avec ses confrères artistes peintres et graffeurs une fresque murale longue de 230 mètres qui raconte la cité de Ouida du passé au futur sur le boulevard qui mène du Fort Français à la mairie de Ouida. Le travail est en cours. Vous voyez, il y a la terre, il y a les femmes qui sont en train de communiquer aux ancêtres. Et nous avons les jarres. Et nous avons le bassin qui symbolise les bandes de nos ancêtres ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ouida, c'est une terre sacrée. José Bewa s'est révélé à travers l'exposition Sio d'art au centre Ganvé de Ouida. Il a combiné le bois, le granit de Dassa et du métal pour réaliser des sculptures axées sur les thèmes racisme, Vaudin et union. BioArts, José fait partie de cette exposition collective d'artistes plasticiens de l'association Arziza, créée en 2008 par l'artiste plasticien Pascal Avokpo. Spécialiste du réalisme, de l'abstrait et des sculptures genre portrait, toute espèce réalisée en béton, Pascal Avokpo aborde l'entité Vaudin dans sa dimension, danse et tradition à travers ses créations. C'est une exposition spéciale qui a réuni une dizaine d'artistes plasticiens de Ouida. Elle vise à accompagner le Sio dans sa dimension contemporaine et nous exhortons le public de venir nous rendre visite et nous encourager dans cette dynamique de valorisation des arts contemporains du Bénin. À noter que l'exposition collective Sio d'art se déroule du 28 décembre 2023 au 12 janvier 2024. Il faut souligner que la promotion des artistes contemporains et la valorisation de leurs œuvres dans le pays épousent la politique de développement des arts et du tourisme que prône le chef de l'État pour les secteurs culturels et touristiques du Bénin. Allier sport et éco-citoyenneté, tel est l'objectif visé par l'activiste éco-citoyenne béninoise Sondra Idossou et ses partenaires à Cotonou au Bénin. À travers la deuxième édition de l'initiative Zéro sachet sur nos artères, des Cotonois ont été sensibilisés quant à la préservation de l'environnement et l'embellissement de leur cadre de vie en pleine ferveur des fêtes de fin d'année. Feria Lassari. Des amoureux du sport et de l'éco-running dénommés Zéro sachet sur nos artères ont pris d'assaut le site d'échauffement de l'initiative La Nocturne de Cotonou. La deuxième édition de cette initiative, portée par l'activiste éco-citoyenne Sondra Idossou et ses partenaires, s'est tenue à Cotonou jeudi 28 décembre 2023. En pleine effervescence des fêtes de fin d'année, éco-citoyens, fonctionnaires et bénévoles sont venus non seulement faire du sport pour entretenir leur santé, mais aussi marcher pour sensibiliser les populations. Préservation de l'environnement et embellissement du cadre de vie étaient au menu. Des jeunes bénévoles de l'association Grandir avec le rugby ont décidé de participer à cette action citoyenne.
Être bénévole et participer, c'est apporter un plus, gagner en connaissance, aider pour sensibiliser sur la préservation de la nature, les déchets, la collecte de déchets, c'est un peu ça, quoi. Sensibiliser pour le maintien des artères propres et du cadre de vie sain, tel est entre autres l'objectif de l'initiative La Nocturne de Cotonou. Près de 2300 participants ont marché sur le boulevard de la Marina réaménagé. Cette édition de la Nocturne de Cotonou a mobilisé une centaine de bénévoles engagés pour la préservation de l'environnement. Petit à petit, les habitudes vont rentrer et nous pourrons amener surtout nos enfants à grandir en ayant les bons réflexes pour la salubrité, pour notre cadre de vie et pour leur santé. Les petits comportements mauvais que nous avons vers l'environnement, c'est que Sachet Reloué travaille progressivement à changer les mentalités, à amener les gens à prendre conscience. Et quand vous prenez conscience, on agit localement pour changer le monde. Après avoir parcouru pour certains 5 km et pour d'autres 10 km, le point de rassemblement a servi de cadre pour une séance de relaxation et de site d'exposition des produits locaux. Pour inciter les participants à adopter les emballages biodégradables, des beignets ont été servis aux participants sur des feuilles. Moi j'ai pris de quoi tout à l'heure, mais c'était sans les sachets. Vous voyez ? Et ça doit entrer dans nos habitudes. Et pour le faire, il faut de telles occasions qui rassemblent. Nous allons soutenir ça et faire en sorte que ça soit dans nos pratiques et qu'on ne nous lésite plus, qu'on ne nous oblige plus, mais que nous puissions vivre avec. Pour rappel, l'utilisation au Bénin des sachets plastiques peine à disparaître des habitudes des populations, malgré les efforts de sensibilisation des acteurs de la société civile. Les sachets plastiques continuent d'être commercialisés, bien que la loi portant interdiction de la production, l'importation, la commercialisation, la détention, la distribution et l'utilisation des sachets en plastique soient en vigueur dans le pays. Toutefois, des opérations ciblées sont souvent menées par la police environnementale. Voilà, après cette série de reportages, place à l'invité du MAG où il sera question, comme annoncé en début d'émission, de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui débutera dans moins de 4 jours en Côte d'Ivoire. Mais avant cela, jingle. Et pour parler de cet événement sportif continental, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Alex Mangita, alias Alex Zico. Il est youtubeur et fin connaisseur du football africain. Alex, bonsoir. Bonsoir, Alim. Bonsoir et puis bienvenue. C'est pour la deuxième fois que vous êtes avec nous dans Afrique Mag. La première fois, c'était pour parler de votre parcours d'étudiant tchadien ici en Algérie. Exactement. Cette fois-ci, on parlera de votre dada, le football et le football africain plus précisément. J'adore ça, oui. J'adore parler de la CAN et du football. Et vous serez bien sûr accompagné de notre ami et collègue Mokhtar Hmani, il est rédacteur en chef du service sport de Canal Algérie. Il nous parlera notamment de la couverture de cet événement de par la télévision algérienne. Mokhtar, bonsoir. Bonsoir Halim, et très ravi de faire la connaissance de notre ami Alex, il est tchadien. C'est un petit peu ça le but de l'émission, de rassembler les Africains sur le plateau pour parler de différents sujets. Voilà, alors la Coupe d'Afrique, c'est une compétition, il y a un enjeu, il y a un trophée au bout. Mais c'est avant tout une fête qui rassemble pratiquement tous les peuples du continent africain, Alex. Oui, bon, je veux surtout ça. Dire bonsoir à M. Mokhtar d'abord. Bonsoir. Très content de faire votre connaissance. Voilà, la Coupe d'Afrique, c'est une fête qui va rassembler beaucoup de pays africains. Maintenant, c'est 24 pays qui participent à cette compétition. Donc, ça va réunir du monde. Et vraiment, c'est vraiment une fête en Afrique. Ouais. C'est un événement qui est suivi de par même les pays qui ne sont pas qualifiés à cette Coupe d'Afrique, Mortal. C'est une réelle fête, comme vient de le dire notre ami Alex. C'est une fête africaine qui va rassembler déjà sur le plan sportif toutes ces équipes africaines. Elles sont au nombre de 24. Ce sera la 3e fois qu'une Coupe d'Afrique se déroulera avec un nombre important. On se rappelle la première fois où c'était en Égypte, en 2019, porté ce sacre africain inattendu pour pas mal de connaisseurs de football, mais aussi le rendez-vous réunira les pays africains avec leurs us et coutumes, les traditions. Donc c'est réellement une fête. Justement, alors Alex, quand vous suivez de très près le football national d'abord, vous suivez le football algérien de très près, oui. Et puis le football africain, comme le disait Mortal, on est à la 34e édition certes, mais c'est la 3e avec 24 équipes. Oui. Quel regard on peut porter sur cette formule ?
Oui, cette formule va permettre à beaucoup de pays de participer à cette CAN parce qu'il faut le rappeler, au début, ce n'était pas facile. Oui. Pour participer à la CAN, il fallait éliminer moi, j'ai connu la CAN quand elle était à 8 équipes. À 8 équipes, alors, oui. c'était pas facile. Donc, c'est une manière. À 8 équipes, pardon Alex, c'était aussi une formule qui a souri à l'Algérie puisque la Coupe d'Afrique 90 que nous avions remportée était une Coupe d'Afrique à 8 équipes. Voilà, donc depuis, la CAF a voulu élargir un peu, donner la possibilité aux petites fédérations de participer. Je pense que ça marche très bien. Ça contribue à élever le niveau du football Exactement, en Afrique? Oui, ça va permettre au football de se développer. Donc on accompagne ces fédérations-là pour pouvoir faire la fête avec les autres. Ouais. Voilà, donc alors, Mokhtar parlait justement d'un facteur important. Alors, les organisateurs ont insisté sur le fait d'associer la culture à ce rendez-vous sportif. C'est aussi ça, une Coupe d'Afrique des Nations de football? C'est surtout ça, c'est le fait d'avoir les deux aspects, la culture et le sport, qui font d'ailleurs bon ménage depuis des années. Et dans chaque édition, le pays affiche un petit peu ses atouts culturels, touristiques et sportifs à la fois. On vient de parler de la Coupe d'Afrique. Si on doit parler de la Coupe d'Afrique, on doit parler de la dimension Coupe d'Afrique, de la dimension du football africain qui a gagné en ampleur ces dernières années, qui a, entre parenthèses, forcé la main à la Fédération internationale de football de donner plus d'importance. Déjà, le football africain est présent dans les grands championnats européens et américains, et c'est l'une des raisons pour laquelle on est passé à plusieurs nations, à 24 nations. Et donc la culture, vous avez raison de le dire, et le sport. Il y a aussi, Mokhtar, l'environnement. L'environnement est au cœur justement de cet événement sportif. C'est dire que la question environnementale intéresse de plus en plus les Africains, même si on reconnaît que c'est le continent qui pollue le moins. Oui, c'est vrai, il faut le reconnaître. Oui. Il y a moins de pollution, il y a moins de déchets qui sont versés dans notamment les océans. Et donc, déjà, l'environnement et la beauté de l'environnement africain est également affichée durant des événements culturels ou sportifs du genre de la Coupe d'Afrique. Et donc, on va certainement voir de très, très belles choses. Alex? Oui, pour enchérir, on va dire qu'il y a une agence nationale en Côte d'Ivoire qui est associée à la COCAN pour vraiment rendre cette CAN agréable. Donc voilà, on voit tout ça de très près. Quoi. Alors, Alex, c'est la Coupe d'Afrique 2023 qui a été décalée à 2024. Pourquoi et quelles sont les conséquences justement sur... Mais il y a diverses raisons parce que déjà, initialement, cette CAN était programmée pour être jouée en été 2023. Mais étant donné que la Côte d'Ivoire, c'est un pays subsaharien et dans cette zone-là, durant l'été, c'est la saison des pluies. Et dans les pays subsahariens, ça veut dire que c'est une pluie torrentielle, qui pleut, il y a l'orage, tout ça. Donc, voilà, ça va des conditions impossibles pour pouvoir... Voilà, sont un peu... On ne peut pas pratiquer le football pendant la saison des pluies, donc les matchs vont être reportés, tout ça, le calendrier va être bouleversé, donc jamais on n'arrivera à finir la CAN. Donc voilà, c'est pour des raisons climatiques que cette CAN a été reportée pour l'hiver. Alors ça a une incidence par rapport aux autres calendriers, sachant que la majorité des joueurs qui jouent cette Coupe d'Afrique des Nations évoluent dans des clubs étrangers, notamment européens, même si Mokhtar l'a dit, l'Afrique a pu s'imposer et il y a maintenant des dispositions FIFA qui permettent à ces joueurs de venir plus facilement dans leur équipe nationale pour jouer cette compétition. Oui, au début ça crée énormément de problèmes entre les clubs européens et les fédérations africaines. Mais depuis, la FIFA a instauré peut-être des règles, donc voilà, il y a des dates qui sont fixées pour permettre que ces clubs-là libèrent les joueurs africains pour qu'ils viennent jouer leur compétition. Sinon avant, ils venaient en pleine compétition, ils jouaient la CAN, il y a un avion les récupérait pour aller jouer un match en Europe et puis ils faisaient des vols, c'était pas évident. Donc maintenant, la FIFA régularise quand même un peu.
Donc je pense qu'ils se comprennent et ça va. Donc voilà, pour cette CAN, la dernière date qui était fixée, c'était le 3 janvier. Tous les joueurs évoluant dans les clubs européens devaient rejoindre leur équipe nationale. Pour préparer ça. Et je pense que ça a été respecté. Oui, même si, Mokhtar, il y a certains clubs qui ne jouent pas le jeu et qui continuent de faire pression sur certains joueurs et qui, dans le choix des joueurs, disent que, par exemple, ils prendraient en compte les joueurs africains qui peuvent partir comme ça en pleine saison pour jouer une Coupe d'Afrique. C'est un coup de pression quand même sur certains joueurs. Mais ce n'est plus, vous l'avez dit, ce n'est plus la même d'il y a de cela quelques années. C'est pratiquement peine perdue pour les clubs européens puisque la FIFA a mis des lois, elle a été forcée de céder au défi lancé par la Confédération africaine et par les dirigeants du football africain. L'autre défi, c'est je vais sortir un petit peu de la Coupe d'Afrique, c'est d'avoir plus de participants au niveau des phases finales de Coupe du Monde. Et oui, ça aussi. On aura. Voilà. Oui. Mais maintenant, l'Afrique va bénéficier de 9 places, donc tu vois, on ne fait que gagner. À chaque fois, on gagne un peu. 9, sinon 10. Oui, avec une place hypothétique. La 10e équipe peut passer pour l'équipe qui joue les barrages. Voilà, c'est ça. Ouais. Pour parler de la période, c'est la période propice pour la compétition de haute facture, puisque les joueurs seront pratiquement au pic de leur forme. Donc on aura, Inch'Allah, un très beau football, contrairement aux périodes estivales où généralement on est en descente en matière de voilà, ils arrivent à la fin de la saison, ils sont vraiment fatigués. Mais là, au mois de janvier, c'est l'idéal. Alors, Mokhtar, en matière des droits télé, la Coupe d'Afrique des Nations est un événement qui est très suivi à travers non seulement le continent, mais même en Europe maintenant. Ce qui fait que les droits télé sont devenus très chers, exorbitants. Le football, qui était un sport de pauvres, est devenu une affaire de gros sous. Oui, d'ailleurs, malheureusement. Une discipline, le sport d'une manière générale, était accessible à tout le monde. Tout le monde a droit de voir des événements sportifs. Malheureusement, ce n'est pas le cas ces dernières années. Seuls, on va dire entre parenthèses, ceux qui peuvent acquérir les droits. Cette fois-ci, pour les pays africains, beaucoup de pays africains ont pu avoir ces droits, notamment l'Algérie, qui a le droit d'avoir, Inch'Allah, sur les 52 rencontres. Donc on aura, Inch'Allah, 17 rencontres à diffuser, à retransmettre en direct dans les matchs de l'équipe nationale algérienne. Mais encore une fois, le téléspectateur algérien sera bien servi en matière de football durant cette période, on va dire presque un mois, du 13 janvier au 11 février. Alex, c'est le diktat de l'argent maintenant qui prive beaucoup de téléspectateurs de suivre comme la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques aussi. Voilà. C'est malheureux que le sport soit devenu une marchandise à la main de ceux qui ont le plus de sous. Ce diktat, ça dit qui dit sport de haut niveau, dit droit télé. Donc voilà, surtout au football, c'est fréquent. Donc heureusement qu'il y a quelques diffuseurs quand même qui vont servir l'Afrique. Donc pour ceux qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens, ils vont quand même regarder la CAN, donc ils seront servis. Ils vont participer à la fête. Alors, justement, on va parler du téléspectateur algérien. Mokhtar, le dispositif mis en place par la télévision algérienne pour la couverture de cet événement? C'est essentiel de rappeler encore une fois que la télévision a pu acquérir donc 17 rencontres au total sur les 52 matchs qu'il y a dans cette Coupe d'Afrique, qui n'est pas rien. Donc les meilleurs matchs, on aura droit aux meilleurs matchs dans les matchs de l'équipe nationale. Concernant la couverture, il y aura une équipe technique et une équipe journalistique qui sera sur place. Canal Algérie est représenté par un journaliste en la personne de Ismaël Belkhaïdia, notre ami il y aura de la station Constantine. La station régionale de Constantine, de quoi assurer un petit peu l'équilibre régional, quoi toutes les stations sont concernées par les événements sportifs. 5 journalistes de la rédaction sportive de la chaîne nationale qui vont accompagner Ismaël Belkhaïdia dans sa besogne. Et
Quant au rendez-vous qu'il y aura sur la chaîne nationale, il y aura 3 rendez-vous, le matin, l'après-midi et le soir. Et les différents points d'actualité au niveau des journaux télévisés. De même pour la télévision, la chaîne Canal Algérie, il y aura les 3 rendez-vous habituels, Canal Foot, dimanche soir à 21h, 52 chrono qui va s'adapter à l'événement qui est habitué à l'omnisport, mais cette fois-ci chaque lundi, tous les lundis à partir de 18h. Donc une grande partie sera consacrée au football et à la Coupe d'Afrique. Et le jeudi soir, avec notre ami Riyad Belkhadim, donc le week-end sport pour revenir sur les meilleurs moments. Et cette fois-ci, ce qui est bien également sur les chaînes satellitaires, c'est qu'on aura droit au résumé quotidien des 3 matchs de la journée, puisqu'il y aura 3 matchs par jour pour ce programme. Très bien. Bravo, hein, ça fait une belle couverture. Nous, on va profiter, on ne va rien manquer. Quoi. Voilà, vous êtes justement, on rappelle que Alex a une chaîne YouTube dédiée totalement au football. C'est du pain béni pour vous, Alex, cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est arrivé au bon moment, donc moi je vais me régaler. Je vais suivre les matchs, essayer de les débriefer avec mes abonnés et puis on va échanger. Quoi. Ça va vraiment Je suis épaté de savoir qu'il maîtrise bien son sujet concernant le football. Même le football algérien. National surtout, c'est ce qui m'a épaté le plus. Et il est très suivi par les Algériens sur sa chaîne YouTube. Oui, ceux d'ici, ceux de l'Hexagone aussi, donc bon, j'échange de temps en temps. Donc, ça se passe très bien. Hein. Oui. Alors, cette CAN est aussi une chance pour les recruteurs et les managers de joueurs de détecter de nouveaux talents susceptibles d'évoluer dans les championnats étrangers, notamment européens. Bien sûr, il y aura de l'affluence dans cette CAN, surtout il va y avoir ceux qui viennent de l'Europe surtout, qui viennent en éclaireur comme ça, hein. Ils vont faire le scouting, comme je dis, venir chercher là où ils vont piquer les nouveaux joueurs talentueux, et voilà, les siens en Europe, donc ça ne va pas manquer, quoi. Alors, côté climat, en Côte d'Ivoire, c'est quelle période? C'est un climat chaud, froid, humide? Non, mais actuellement, c'est le moment où il y a l'harmattan, donc bon, c'est la fraîcheur, beaucoup plus la fraîcheur. Donc bon, la chaleur, c'est beaucoup plus même si ça reste chaud pour les joueurs qui évoluent notamment en Europe. Voilà. Mais non, mais c'est bien, ils peuvent s'acclimater. Ça peut aller. Ça ne peut pas être peut pas être un handicap pour eux. Pour la compétition, quoi. Les grands noms du football africain sont présents à cette CAN où on peut quand même trouver certaines absences notables pour cette édition? Non, il n'y a pas d'absence. Hein. Tous les grands noms sont présents. Et tous les favoris déjà, donc il y a quelques joueurs, voilà, on a vu, c'est le cas au Cameroun où peut-être un joueur comme Choupo-Moting n'est pas sélectionné. En Côte d'Ivoire, ça a défrayé la chronique. Ça fait grincer un peu les dents, mais ça arrive toujours dans les sélections, il y a toujours ça. Mais sinon, la majorité des grands noms du football africain sont là. Présents. On aura Mahrez, Salah, Mané, voilà, ceux qui ont joué au très haut niveau ces dernières années seront tous présents. Mokhtar, cette édition se déroulera dans 5 villes de Côte d'Ivoire. L'Algérie va évoluer à Bouaké. On parle de 2000 supporters algériens qui seront présents. C'est une stimulation supplémentaire pour nos joueurs. Et là, on salue bien sûr le geste du président de la République de permettre à ses supporters d'être présents en force et pour soutenir l'équipe nationale algérienne. Ce ne sera pas loin d'ailleurs, lieu d'hébergement, ça sera juste en face le stade, un court déplacement pour les supporters qui vont avoir les deux, le stade et le lieu d'hébergement pour encourager les Verts dans cette mission qui s'annonce, il faut le dire, difficile pour les Verts. On ne va pas aborder l'aspect compétition, on va laisser le soin à nos amis techniciens, mais ça sera une mission un petit peu difficile, mais on connaît Djemal Belmadi, on connaît sur le plan individuel, sur le plan intrinsèque les joueurs algériens. Il y a de bonnes individualités. Le groupe, on attend qu'il évolue dans cette Coupe d'Afrique, notamment dans le premier match
qui les opposera à l'Angola. Ça sera le lundi 15 janvier. Tout à fait. Alors, les supporters, bon, on parlait des supporters algériens, mais c'est aussi important d'avoir beaucoup de monde dans un stade. C'est une motivation pour les joueurs. Il y a parfois des stades, on a vu des éditions où les stades étaient dégarnis, faute peut-être de moyens d'acquérir le billet d'entrée, Alex. Non, ça c'est une très belle remarque parce que bon, c'est un problème de liaison. En Afrique subsaharienne, c'est un peu compliqué. Mais cette fois-ci, je pense que la CAN va être très bien organisée. Il y aura de l'affluence parce que ça se joue en Afrique de l'Ouest, en Afrique occidentale. Il y a 5 ou 6 pays de l'Afrique de l'Est. Et ce pays constitue la CEDEAO. Oui. Alors il y a une libre circulation, c'est le même passeport et il y a des agences de voyage qui relient les grandes capitales. Donc ça va très bien se passer. Donc voilà, moi je pense que pour cette fois-ci il y aura de l'affluence parce que ça c'est en Afrique de l'Ouest, mais par le passé c'est difficile. C'est très difficile de se rendre de l'Afrique de l'Ouest en Afrique centrale ou en Afrique australe. Donc pour ceux de l'Afrique de l'Ouest, ça va très bien se passer. Bon, les pays de l'Afrique du Nord, ils ont des moyens pour se déplacer, ils peuvent faire des charters et puis arriver là-bas. Mais je pense qu'il y aura de l'affluence cette fois-ci. Les gradins ne vont pas être vides. Très bien, parce que c'est ce qui fait un peu la beauté du football. Hein. C'est un football sans supporters. Mokhtar, vous l'aviez dit, on n'est pas une émission sportive, c'est un magazine africain, mais on ne peut pas ne pas parler des chances de l'équipe algérienne lors de cette CAN. 2019, personne ne nous attendait. On a eu cette Coupe d'Afrique des Nations. Juste après, il y avait un petit peu la débâcle, l'obligation de confirmer le résultat de 2019 en 2022. Ça n'a pas été le cas. C'est un fiasco. On est sorti du premier tour. C'est ça le football. Il y a des victoires et des défaites. Cette fois-ci, Belmadi cache un petit peu son jeu. Il dit que nous ne sommes pas des. C'est pas tout à fait faux, Mokhtar. C'est une équipe en reconstruction, donc c'est pas tout à fait faux. On n'a pas encore pris entre les différents compartiments de jeu. Et là, on va attendre le premier match pour juger si notre équipe pourra aller loin dans cette aventure africaine. C'est important de bien démarrer cette compétition. Très important, il faut toujours bien démarrer pour aller le plus loin possible dans la compétition. Des fois, il y a de grandes équipes qui démarrent moyennement, comme les deux équipes expérimentées sur le plan mondial, le Nigeria et le Cameroun, et ils se rattrapent au deuxième, voire troisième tour pour faire sensation. Mais pour l'équipe nationale algérienne, on doit rester optimiste surtout. On croise les doigts. On croise les journalistes accompagnés dans cette mission difficile. On croise les doigts. Alex, j'ai vu sur votre chaîne YouTube que vous aviez suivi la préparation de l'équipe algérienne. Vous aviez même commenté la liste des joueurs retenus par Jamel Belmadi. Votre regard sur les chances? Si je vais porter mon regard sur l'équipe algérienne, je vais reprendre un journaliste que j'aime bien. Il a dit qu'en 2022 au Cameroun, l'élimination de l'Algérie, c'était une anomalie statistique. Ça ne devait pas arriver. On ne s'attendait pas à ça, mais c'est arrivé. Alors cette fois-ci, les Algériens sont très bien préparés, surtout Jamel Belmadi, très stratège. Il a préparé son équipe en douceur. Il a joué des matchs amicaux très très difficiles. Il est allé jouer le Sénégal, il a joué l'Égypte, voilà. Et maintenant il part faire une préparation au Togo. Ça veut dire c'est même dans la même zone climatique, pour mieux s'acclimater. Et là, chose qu'il n'avait pas faite lors de la dernière Coupe d'Afrique, où il a été au Qatar. Parce qu'il y avait les cas de Covid, tout ça. Donc voilà, il avait expliqué ça comme ça. Et puis, en conférence de presse, avant de s'envoler au Togo, il a dit nous ne sommes pas favoris. C'est ce qu'il a dit aux journalistes, nous ne sommes pas favoris parce que on a été éliminés au premier tour, on n'était pas en Coupe du Monde, donc nous ne sommes pas favoris. Mais c'est juste une manière d'enlever un peu cette pression sur ces joueurs. Mais au fond, tout le monde sait que l'Algérie a une équipe très, très solide. Et le dernier match qu'ils sont partis remporter au Mozambique, ça c'est un match qui en dit beaucoup. Ils étaient malmenés, mais ils savent maintenant comment gérer le football subsaharien. Donc c'est une bonne équipe. Alors on a parlé de l'Algérie, on ne va pas parler de toutes les équipes, on ne va pas parler des favoris. Nos amis tchadiens ne se sont pas qualifiés malheureusement à cette Coupe d'Afrique des Nations, mais Alex, vous avez certainement une équipe de cœur, à part l'Algérie.
que vous chérissez beaucoup. C'est quoi l'équipe Nous, on a beaucoup de problèmes. Et le Tchad, c'est une petite fédération. Peut-être qu'on ne va jamais se qualifier un jour. Ça va arriver. Il faut rester optimiste, Alex. Mais bon, moi, à part l'équipe d'Algérie que je suis, le Fennec, peut-être que je vais avoir un coup de cœur. Je vais voir peut-être la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont à domicile. Ils ont vraiment des joueurs talentueux. Vrai ils ont toujours eu des joueurs exceptionnels et ils passent à côté. Alors, c'est peut-être leur édition d'Afrique. Ils ont 2 coupes. Et moi, j'ai mon coup de cœur, ça va être la Côte d'Ivoire. À part l'Algérie, ça va être la Côte d'Ivoire. Mais le problème, c'est que depuis l'Égypte en 2006, aucun pays qui a organisé cette CAN-là ne l'a remporté. Et aussi, aucun pays qui a remporté la coupe a réussi à la garder. Donc, vraiment, c'est difficile. C'est ouvert. C'est ouvert, voilà. C'est ouvert. On aura droit à une coupe d'Afrique très, très engagée. Alors, rapidement, les clés de la réussite lors d'une coupe d'Afrique des Nations, rappelons que lors d'un tournoi, puisque c'est un tournoi, tout est possible. Hein. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. La clé de la réussite, c'est tout simplement la gestion de l'effort durant toute une coupe d'Afrique. Pour atteindre l'objectif final. Des fois, vous pouvez faire un excellent match et rater complètement le deuxième tour. Donc, savoir gérer et le côté sentimental et le côté physique durant toute une Coupe d'Afrique. Alex ? Moi, je dirais que pour réussir une compétition comme la Coupe d'Afrique, d'abord, il faut faire une très bonne préparation. Et après, dans une compétition comme ça, tout dépend aussi du calendrier. Ça veut dire, vous jouez dans ce groupe, vous finissez première équipe, vous tombez peut-être sur une autre équipe, ça dépend. Donc il y a des concours de circonstances comme ça qui peuvent faire de telle sorte que vous réussissez votre compétition ou bien vous la manquez. Donc il faut beaucoup de chance pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations, c'est très très difficile. Et on espère que cette chance sera du côté des Algériens. Voilà, je vous remercie beaucoup messieurs d'être venus ce soir. Je rappelle que nous avions avec nous Alex Manjita, alias Alex Zico. On va suivre votre chaîne YouTube pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Un dernier mot, Alex, avant de... Mon dernier mot, je dis que tous les supporters de Fennec doivent rester optimistes parce que moi, j'échange beaucoup avec eux à travers ma chaîne. On dit que non, cette année, on n'a pas la meilleure équipe. Peut-être qu'on ne va pas passer le premier tour comme au Cameroun. Je dis que non, je leur demande de rester optimistes. C'est quand on ne croit pas là qu'on réussit. Comme en 2019, personne n'attendait l'Algérie, ils ont remporté. La première édition à 24, c'est l'Algérie qui a remporté. Donc, très bien. Possible. Mortal, un dernier mot? Je souhaite bonne chance à notre ami Alex. Merci Mokhtar, merci. Dans son métier surtout. J'espère qu'on pourra le retrouver sur un plateau de l'une de nos émissions. C'est quelqu'un de très disponible. C'est quelqu'un de très disponible. Il a toujours répondu favorablement à nos invités. Très sympathique aussi. Oui. C'est ça l'Africain. Voilà, et c'est ça aussi l'esprit d'Afrique Mag. Pour souhaiter une bonne année à tous les Algériens, tous les Africains. Et voilà. Et bonne chance au Vert. Que la fête soit belle, c'est tout. Inch'Allah. Alors voilà, merci à toute l'équipe du Studio 2. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve dans un autre numéro d'Afrique Mag. D'ici là, portez-vous bien. Salam. Voilà.